Bonjour à tous les deux, bonjour, bonjour David, merci beaucoup, Bonjour. je m'y perds dans les prénoms. On va voir avec vous donc cette question qui est le positionnement du solaire thermique dans la RE 2020. On va peut-être commencer avec vous Valérie, si vous voulez bien. On va faire un petit tour d'horizon justement sur les grandes lignes, les exigences de cette RE 2020. Alors, je me présente très rapidement. Vous êtes d'Uniclimat. Valérie Laplagne, je suis en charge de la chaleur renouvelable à Uniclimat. Et effectivement, dans ce syndicat des industriels du génie climatique, on a suivi pendant plusieurs années, puisque l'élaboration de cette réglementation RE 2020 a mis plusieurs années, et on a suivi de près tout cela. Donc je vais vous dresser un petit peu je vais vous exposer les fondamentaux de cette réglementation. Alors, première chose, c'est une réglementation environnementale. C'est plus la réglementation thermique RT 2012 telle qu'on la connaissait. Environnementale, pourquoi? Parce que elle porte sur l'énergie et sur le carbone. Et ça, c'est la grande nouveauté. Donc, elle comporte cette réglementation environnementale RE 2020, donc on va l'appeler comme ça ira plus vite. Trois piliers. D'une part, on retrouve des piliers qu'on avait déjà auparavant, la performance du bâti avec le paramètre BBio et les consommations d'énergie primaire. Donc là, on retrouve des paramètres CEP, donc consommation d'énergie primaire et consommation d'énergie primaire non renouvelable. Et puis, donc ces consommations sont bien sûr occasionnées par les équipements dans le bâtiment, équipements qui sont nécessaires à la vie dans ce bâtiment, sachant qu'on reste sur des consommations réglementaires, sans prendre en compte des consommations mobilières. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, premier pilier, performance du bâti et consommation d'énergie. Deuxième pilier, et c'est nouveau, donc ce sont les impacts carbone sur la durée de vie du bâtiment. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas seulement en compte une année, on prend toute la durée de vie de référence du bâtiment qui est fixée à 50 ans. Et ces impacts carbone, ils sont de deux ordres. D'une part, les consommations d'énergie, donc l'impact carbone des consommations d'énergie sur 50 ans, et d'autre part, l'impact carbone des composants. Les composants, eh bien, ce sont à la fois les produits de construction qui composent l'enveloppe et aussi les équipements toujours dans ce bâtiment. Donc, deuxième pilier, l'impact carbone, et troisième pilier, le confort d'été, donc qui était déjà présent auparavant, mais qui là fait l'objet d'une nouvelle méthode pour prendre en compte ce confort d'été. Et on a notamment l'introduction de conditions météo caniculières pour évaluer ce confort d'été désormais. Donc voilà ce que je peux dire sur les fondamentaux. Sur les fondamentaux. Pourquoi est-ce que selon vous l'impact sur les équipements en MI et en LC sont suffisants? Alors, je peux peut-être parler un petit peu des exigences du coup. Déjà, exactement. Alors, il faut que je précise que concernant ces exigences, on attend la publication des textes. Donc, il faut mettre quelques petits guillemets par rapport à ce que je vais dire, mais bon, c'est imminent. Et par ailleurs, ces exigences que je vais évoquer concernent le résidentiel. Le tertiaire fera l'objet ensuite d'une concertation qui est en cours, et pour l'instant, on n'a pas de vision sur les exigences. Alors, pour le résidentiel, donc on a une exigence sur la performance de l'enveloppe, sur le BBio. Celui-ci, il est renforcé de 30% par rapport à la RT 2012. On a toujours des modulations, notamment pour les petites surfaces. Et les consommations d'énergie, elles ont des... alors, sur les consommations d'énergie, ce que je précise, c'est qu'elles ont des niveaux qui sont très différents par rapport à la RT 2012. Parce qu'on a changé de surface de référence, on a modifié les scénarios, on a introduit des consommations de froid, etc. Ce qui fait que là où on avait 50 kWh en RT 2012, on se retrouve plutôt avec 75 kWh en RE 2020.
Néanmoins, les seuils sont renforcés par rapport à la RT 2012 et donc on a un recours aux énergies renouvelables qui va être nécessaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, sur l'impact carbone en général, d'abord sur les consommations d'énergie, je l'ai dit, c'était une nouveauté. Là, on a en maison individuelle un seuil exigeant dès l'application de la réglementation. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais cette application, elle est prévue au 1er janvier 2022. Elle s'appelle RE 2020, mais applicable en 2022. Donc, un seuil exigeant sur l'impact carbone des consommations d'énergie. Il est fixé à 4 kg de CO2 par mètre carré et par an. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça sélectionne les énergies entre celles qui sont émettrices de CO2 et celles qui le sont moins. En logement collectif, le seuil il est exigeant à terme dans un second temps, c'est-à-dire qu'à l'entrée en vigueur, le seuil il est de 14 kg de CO2 par mètre carré par an. En gros, ça ne va pas changer grand-chose par rapport, ça ne va pas sélectionner précisément les énergies. Par contre, à partir de 2025, il devient exigeant à 6,5 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc ça, ça concernait l'impact carbone des consommations d'énergie. L'autre impact carbone, c'est celui des composants. Donc lui, comme je l'ai dit, il exige de prendre en compte toute la vie du bâtiment, donc de faire une ACV, une analyse de cycle de vie. Et les exigences, eh bien, comme c'est une nouveauté, elles vont être progressives. D'abord, on va avoir à l'entrée en vigueur un seuil que l'on peut atteindre avec en utilisant des données environnementales par défaut pour les équipements. Ensuite, en 2025, on aura un peu plus un renforcement du seuil, où on demandera d'avoir un minimum de données réelles, de données spécifiques pour les équipements. Et puis, en 2028, là, il faudra plus utiliser de données par défaut et que des données réelles. Voilà. Je dis un petit mot sur le confort d'été également. On a l'introduction dans cette RE 2020 dans le résidentiel d'un nouveau paramètre qui s'appelle les degrés heures avec un seuil max. Au-delà, on n'est pas conforme. En dessous, on a un intervalle au niveau des degrés heures dans lequel on est à un niveau d'inconfort tolérable et dans cet intervalle, on a des consommations forfaitaires de froid qui sont introduites et donc qui viennent gréver le niveau de consommation. Voilà, pour les exigences. C'est un peu compliqué. Hein, je dois vous dire que quand on n'est pas un technicien, on est vite un petit peu perdu. Il y a une place un peu pour l'innovation aussi dans cette RE 2020 ou pas ? Alors, oui, il y aura toujours la procédure de titre 5. Néanmoins, on se pose beaucoup de questions sur cette procédure. Alors, déjà, on a un problème avec les titres 5 de la RT 2012 qui ne sont pas tous repris dans la méthode RE 2020. Donc, ça, c'est un vrai problème pour les industriels qui ont développé des titres 5. Ce sont des développements informatiques pour prendre en compte leurs innovations dans la méthode RT 2012. Et puis, ces développements informatiques, ils ne se trouvent pas systématiquement repris dans la nouvelle méthode. Donc, ça, on a du mal à le comprendre. Et donc, on le regrette et voire on le conteste. Donc, ça, c'est pour les anciens titres 5 de la RT 2012, c'est une première problématique. L'autre problématique pour la prise en compte des futures innovations qui vont arriver à partir de 2022, c'est que la nouvelle procédure qui est pour l'instant proposée est beaucoup plus compliquée, demande de faire 10 opérations de référence avant de pouvoir faire un titre 5, donc de passer par un titre 5 10 opérations. Et ça va prendre énormément de temps, plusieurs années probablement, et donc ça va largement alourdir l'introduction d'innovation dans cette RE 2020. Et puis, il est demandé également de faire des déclarations environnementales sur des
des innovations. Ce qui paraît compliqué, il faudrait recourir à des données plutôt par défaut sur le plan environnemental, c'est-à-dire un impact carbone. Alors justement, parlons innovation, la procédure n'est pas au point. Alors justement, parlons un petit peu d'impact, d'études avec vous, David Lebagné, si vous voulez bien. On va projeter le travail d'études que vous avez fait. Alors hop, là, j'appuie sur la petite... Est-ce qu'on peut mettre les slides ? Voilà, c'est fait. C'est bien ça, David ? C'est bien ça, merci. Alors, donc vous êtes du cabinet Pouget, vous venez de faire une étude d'impact finalement sur la chaleur thermique. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette étude ? Et puis on verra aussi avec Régis Emmanuel Gannet le focus aussi qui a été fait sur la solution gaz. Alors cette étude, on l'a faite sur la maison individuelle et le résidentiel collectif. Ce tableau, qui est un petit peu dense, je vais prendre le temps d'expliquer. De le déployer, bien sûr, oui. Je vais analyser la position des solutions solaires en 2025, uniquement pour le résidentiel collectif, puisque, comme l'a dit Valérie, les exigences en 2022, au moment de l'application de la RE 2020, ne vont pas chambouler le positionnement des solutions techniques en résidentiel collectif. C'est-à-dire que c'est du gaz qu'on fait en majorité actuellement en résidentiel collectif, presque 80% des bâtiments collectifs, et entre 2021 et 2025, ce sera encore, on le pressent, beaucoup de gaz. Et donc c'est qu'en 2025 qu'il va y avoir des modifications, et l'objectif de la réglementation, c'est pas de venir contraindre la chaleur solaire, mais c'est de venir décarboner les bâtiments, l'énergie. Forcément, le gaz est impacté par cet objectif-là, étant donné que c'est l'associé traditionnel, on va dire, du solaire thermique, puisque le solaire thermique est rarement autonome, il a besoin d'un appoint. Eh bien, le solaire thermique se retrouve un petit peu chamboulé par ça. Et donc, on va essayer de voir dans quelle configuration le solaire va réussir à tirer son épingle du jeu, à quelle énergie, à quel niveau d'isolation il faut qu'il s'associe. Donc, ce tableau, il est en 3 colonnes. La colonne à gauche, va y avoir une case en rouge tout en haut, c'est les solutions qui sont exclues, c'est-à-dire que c'est les solutions même avec un niveau d'isolation très fort, ça marche pas. Et ensuite en dessous en vert, les solutions qui sont compatibles juste en respectant le niveau d'exigence d'isolation de la RE 2020, pas d'effort complémentaire à faire. Et en bas, les 2 cases en jaune, les combinaisons qui ont besoin d'un effort significatif sur l'isolation. Donc déjà, les solutions qui sont exclues, c'est celles qu'on croisait le plus souvent en résidentiel collectif, c'est le solaire thermique avec une chaudière gaz. Cette solution-là, quand le chauffage est fait à 100% par du gaz, que le solaire thermique a un taux de couverture inférieur à 60% et que l'appoint d'eau chaude sanitaire est fait par le gaz, c'est très compliqué. Voire pas possible. Ensuite, dans les solutions qui sont compatibles sans faire d'efforts supplémentaires sur l'isolation, eh bien, c'est lorsque le solaire thermique s'associe à des énergies décarbonées, donc la pompe à chaleur ou le bois énergie. Donc la pompe à chaleur et le bois énergie n'ont pas besoin du solaire thermique pour respecter la RE 2020, mais donc c'est plutôt la combinaison qu'on va utiliser, bois plus solaire, pour aller plus loin. Pour aller beaucoup plus loin, donc pourquoi pas dans des labels par exemple qui vont arriver. Ensuite, il y a la solution où on conserve du gaz collectif et on fait la production d'eau chaude sanitaire par une PAC aérosolaire. C'est des pompes à chaleur qui puisent les calories à la fois sur l'air extérieur et grâce à la chaleur solaire. Donc cette solution-là, elle est en capacité de respecter les exigences puisqu'on a décarboné toute la production d'eau chaude sanitaire. J'ai rajouté des petits points rouges. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Ça veut dire que c'est vraiment pas bien ou est-ce que aujourd'hui c'est pas encore totalement calculable ? C'est ça, c'est que c'est pas encore calculable aujourd'hui. Donc il y a un point rouge sur la solution qui associe la pompe à chaleur avec du solaire thermique. Donc ça nous a étonnés. Pour le moment, le moteur de calcul le permet pas, mais c'est pas encore le moteur de calcul définitif qu'on a. Le moteur de calcul définitif, il sera disponible pour le grand public début juillet. Donc on verra, il n'y a pas de raison que cette solution-là, à terme, puisse pas être simulable. Et ensuite, il y a les packs aérosolaires, donc qui avaient besoin d'un titre 5 pour justifier sa performance dans le calcul réglementaire, c'est ce qu'évoquait Valérie. Et donc cette solution-là, elle avait justifié sa performance en RT 2012, et on n'a pas d'informations, en tout cas pour ma part, sur le devenir de cette justification dans la RE 2020. Peut-être qu'il y aura des travaux complémentaires à faire pour qu'elle puisse être intégrée, mais
il n'y a pas de raison qu'à terme, elle ne le soit pas non plus. Donc ça, c'était pour les solutions qui n'ont pas besoin de forcer sur l'isolation. Ensuite, il y a la deuxième case, les solutions qui ont besoin de faire un effort important, mais qui va être compatible avec les solutions d'isolation courantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'isolation intérieure, malgré les exigences plus fortes sur l'isolation en RE 2020, on va continuer de faire majoritairement de l'isolation intérieure. Donc c'est important que les solutions, une solution technique qui arrive à s'associer à l'isolation intérieure a plus de chances d'être prescrite puisqu'on n'a pas à changer la manière de faire, la manière de construire. Donc ça, c'est les solutions qui sont en capacité d'être compatibles avec l'isolation intérieure, mais on va devoir quand même aller les challenger, faire des bâtiments compacts, traiter les ponts thermiques, aller loin quand même dans l'isolation intérieure. Donc c'est des solutions comme le gaz collectif associé à du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire. Les deux premières lignes, on vient faire l'appoint avec de l'électricité, une résistance électrique qui est dans le ballon. Donc là, ça nous permet de venir décarboner un peu la production d'eau chaude sanitaire, mais il va y avoir quand même un malus en termes de performance, puisque c'est une épingle électrique et que ce n'est pas très performant. Et donc, pour compenser ce malus, eh bien, on renforce l'isolation. On diminue les consommations de chauffage. Si on associe de la récupération sur eau grise avec des échangeurs statiques, eh bien là, on peut se permettre d'obtenir un taux de couverture un peu plus faible, où on pourrait diminuer l'isolation aussi. Ça, c'est les solutions au gaz. Maintenant, les solutions, ici, c'est une solution où on fait le chauffage avec du panneau rayonnant électrique effet Joule. Donc tout ce qui est de plus basique pour faire du chauffage. Les fameux grille-pains, on appelle ça. Les grille-pains, oui, qui ont changé un petit peu quand même, qui se sont améliorés ces dernières années. Donc là, c'est une solution de chauffage peu performante. Donc on vient compenser son manque de performance par une isolation plus forte et par une solution pour produire l'eau chaude sanitaire très, très performante. La solution qu'on propose ici, c'est de faire du solaire thermique avec un appoint pompe à chaleur uniquement pour l'eau chaude sanitaire. Là, l'idée, c'est vraiment, on fait des économies sur les systèmes de chauffage, et ces économies, on les réinjecte dans l'isolation et dans une solution de chaude sanitaire performante. Ensuite, il y a le solaire combiné en collectif qu'on voit plus rarement en France. Donc là, le solaire thermique intervient sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On a fait des tests avec 5 mètres carrés de surface solaire par logement. Et donc, malgré le fait que le solaire intervienne sur le chauffage, dans l'état, dans les calculs, cette solution elle est assez mal valorisée et on a besoin quand même de renforcer significativement l'isolation. Donc ça, on sent c'est peut-être encore dans les derniers réglages à faire du moteur de calcul là, il va falloir peut-être se battre un peu pour que cette solution-là soit mieux valorisée à terme. Et donc, en tout cas, elle mérite de l'être. Et voilà. Pour le moment, de notre point de vue, on la trouve sous-valorisée. Et ensuite, de la même manière que tout à l'heure, la solaire thermique plus PAC associé à du chauffage électrique, eh bien on peut, pourquoi pas, remplacer le solaire thermique par du photovoltaïque, même si, je vais y revenir tout à l'heure, les gains du photovoltaïque sont beaucoup moins importants dans la RE 2020 qu'en RT 2012. Et ensuite, tout en bas, il y a les solutions qui ont besoin de faire un effort très important sur l'isolation, c'est-à-dire que là, on ne pourra pas y aller, on ne pourra pas obtenir ce niveau d'isolation en isolation intérieure. Et il va falloir changer de mode constructif, faire de l'isolation extérieure, de la façade bois. Donc c'est quand même une contrainte que nous, on trouve intéressante. C'est intéressant d'aller aussi loin sur l'isolation, mais ça va être un frein supplémentaire. Et donc là, c'est des solutions avec du gaz collectif, du solaire thermique avec des hauts taux de couverture et un appoint en gaz. Si on veut garder l'appoint en gaz, il faudra forcer un peu plus sur l'isolation. Des solutions qu'on voit un peu moins souvent, du gaz individuel avec une solution solaire thermique individuelle dans des immeubles collectifs. Donc ça, c'est presque au stade de recherche et développement, mais c'est une solution qui a une capacité de passer avec une isolation très forte. Ou du chauffage effet Joule avec une pompe à chaleur aérosolaire pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'était le bilan pour la résidentielle collective. Et maintenant, en maison individuelle, ici, les exigences vont être fortes dès 2021. Dès 2022, pardon, dès l'application. On n'a pas ce délai entre 2022 et 2025 pour un petit peu se préparer. Donc, en maison individuelle, dès le début, les solutions où on fait le chauffage au gaz et l'eau chaude sanitaire avec du solaire, quel que soit le taux de couverture du solaire, on n'arrive pas à passer. En gros, en maison individuelle, il va falloir décarboner et l'eau chaude sanitaire et le chauffage si on veut y arriver. Donc je vais passer tout de suite à la solution, aux solutions qui sont... Alors, non, pardon.
aux solutions qui sont en vert, qui ont besoin de peu ou pas de renforcement. Donc là encore, quand on a... Juste pour la technique, j'ai l'impression que sur YouTube, ils souhaitent pouvoir visualiser un peu plus les tableaux, si c'est possible de leur remettre. Merci. Donc sur la maison individuelle en 2021. Maison individuelle en 2021, là encore, une très bonne position pour le solaire thermique lorsqu'il s'associe à des énergies peu carbonées, pompe à chaleur électrique, bois énergie. Mais là encore, ces deux technologies n'ont pas besoin de solaire thermique pour passer le cap de l'Aéro 2020. Donc ce sera plus tard. Ce sera quand on veut aller plus loin que l'Aéro 2020. Ensuite, une solution qui pourrait être intéressante, pompe à chaleur, basse température pour faire le chauffage. Et là, on fait l'eau chaude sanitaire avec du solaire thermique et un appoint électrique, avec un taux de couverture élevé. Ou alors, un poêle à bois dans le salon, du chauffage électrique dans les chambres, et à côté de ça, du solaire thermique qui fait une bonne partie du taux de couverture de l'eau chaude sanitaire et un appoint électrique effet Joule. C'est peut-être cette solution-là qui sera une des portes de sortie les plus simples à atteindre pour le solaire thermique en maison individuelle. Et ensuite, il y a le solaire combiné qui, lui, là encore, soit s'il est associé à un appoint effet Joule, il est décarboné mais un peu moins performant, donc il est contraint d'associer à un niveau d'isolation plus fort. Soit il est associé à un appoint gaz, et là c'est plutôt le carbone qui va poser problème. Et là encore, on a besoin de s'associer à une isolation un peu plus forte. Là encore, en maison individuelle, on pense que la prise en compte du solaire combiné doit être challengée, puisqu'on sent des petits soucis de fiabilité et de sous-valorisation. Et ensuite, des solutions qui ont besoin d'un niveau d'isolation extrêmement fort. Des solutions, on fait le chauffage électrique et l'eau chaude avec un chauffe-eau thermodynamique, et on associe à ça une surface importante de photovoltaïque. Alors, on a une question. Est-ce qu'il serait possible d'évoquer le secteur du tertiaire dans le cadre de l'ARE 2020, au-delà du logement collectif et individuel ? Alors, le tertiaire, les exigences de l'ARE 2020 sont en cours de définition. Autant dans le résidentiel, on est vraiment sur la fin du processus et les textes vont être publiés incessamment sous peu. Dans le tertiaire, on est encore dans la phase de concertation. Mais les tendances, l'État a donné des premières orientations, et les tendances qu'on observe, c'est qu'il va y avoir aussi une décarbonation forte des énergies dans le tertiaire, notamment dans l'enseignement aussi. On verra si c'est maintenu. Alors des pistes d'amélioration, on verra peut-être ça. On va peut-être passer on verra ça quelles sont les perspectives pour terminer. Vous voulez terminer là-dessus ? Ça récapitule un petit peu ce que je viens de dire, c'est que les pistes d'amélioration, c'est qu'il faut que le solaire combiné soit mieux valorisé, que les packs aérosolaires obtiennent des titres 5 rapidement, que le solaire avec une PAC en appoint puisse être modélisable. Et aussi un autre petit point, maintenant dans la RE 2020, on peut considérer que les panneaux solaires réchauffent le ballon, mais également combattent les pertes de bouclage dans le résidentiel collectif. Des tests que l'on a fait, ça n'a pratiquement pas d'impact, donc là encore, il y a peut-être un souci. Et après, une petite parenthèse sur le positionnement du photovoltaïque. Donc, comme je crois que ça a déjà été dit, le photovoltaïque sera moins bien valorisé dans la RE 2020 qu'il était en RT 2012. Avant, on produisait toute la production du photovoltaïque était déduite des consommations réglementaires. Maintenant, on ne va déduire que ce qui est autoconsommé sur les usages réglementaires, c'est-à-dire chauffage, eau chaude, ventilation. Et ce qui est autoconsommé sur le mobilier, l'électroménager n'est pas déduit. Et ce qui est exporté sur le réseau n'est pas déduit. Et ensuite, on va venir prendre en compte l'impact carbone des panneaux photovoltaïques en eux-mêmes. Donc là encore, ça va être un frein qu'il va falloir passer. Donc là, je vais faire un zoom sur l'impact carbone des équipements, comme l'a dit Valérie. Il y aura un indicateur qui va porter une exigence sur l'impact carbone des matériaux et des équipements. Les matériaux, l'isolation, le béton et autres. Les équipements, c'est tous les équipements de CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Le contexte, c'est que ça va être par gradation. En 2022, on va nous demander une exigence qui sera une phase d'apprentissage. On va apprendre à compter, on va laisser le temps aux acteurs de produire des fiches qui vont justifier l'impact carbone des équipements. En 2025, on commence à décarboner de manière modérée, mais on commence à décarboner. Donc là, dès 2025, on va différencier les systèmes entre eux s'ils sont plus ou moins carbonés dans leur fabrication ou non. Et 2028-2031, là, c'est une décarbonation plus forte. À droite, vous avez une évaluation de différents systèmes, donc gaz individuel,
gaz individuel plus un chauffe-eau solaire thermique avec 2,3 mètres carrés c'est pour une maison. Du solaire combiné avec 12 mètres carrés et une pompe à chaleur qui sera le concurrent, entre guillemets, le plus récurrent, la solution la plus récurrente, on pense, en maison individuelle. Et on voit qu'il y a un enjeu autour de la caractérisation. D'une part, il nous manque des fiches pour bien caractériser l'impact des solutions techniques. Donc là, il faut que les acteurs se mobilisent pour produire des PEP. Les PEP, c'est le nom des fiches qui justifient l'impact carbone des éléments pour qu'on puisse bien le caractériser, puisque si les acteurs ne produisent pas ces PEP, eh bien, nous, bureau d'études, on est obligé de prendre des données par défaut trop pénalisantes. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, je pense qu'il va falloir aussi décarboner les équipements pour que, notamment les ballons qui, dans l'État, ont un impact carbone important. Et plus on va augmenter le taux de couverture du solaire, plus on va faire appel à des ballons de stockage. Donc ça peut être un frein à terme. Voilà, il nous faut des fiches pour justifier l'impact carbone de tous les éléments, les pompes à chaleur aérosolaires aussi, le panneau solaire hybride aussi. Voilà. Alors la pause, dans quelques instants, on va retrouver Régis Emmanuel Gannet qui va nous faire, lui, un petit focus sur Solar au gaz. Alors est-ce qu'on peut avoir la vidéo de Régis Emmanuel? Et entre-temps, il y avait une question, quelle sera la conséquence d'une surisolation sur le confort d'été, en particulier si l'on passe sur des isolants lourds? Est-ce que c'est performant? Isolants lourds performants, pardon. Alors je ne sais pas ce qui est entendu par isolant lourd. La surisolation n'a pas un impact assez faible sur le confort d'été, surtout dans des cas où on peut encore ouvrir les fenêtres pour décharger le bâtiment. En fait, une surisolation, ça peut empêcher le bâtiment de se décharger la nuit lorsque l'air extérieur est plus frais. Dès qu'on va pouvoir ventiler le bâtiment, ce malus, on va dire, devient anecdotique. Alors, Régis Emmanuel, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Voilà, super. Donc, vous travaillez pour GRDF, vous êtes en charge de Solar au gaz. C'est un focus sur cette technologie qui réagit peut-être à l'étude du cabinet Pouget? Oui, tout d'abord, je voulais remercier le cabinet Pouget pour avoir étudié assez en profondeur finalement les solutions solaires au gaz et les solutions hybrides solaires en général. Il y a peu de bureaux d'études, je pense, qui se sont lancés dans cette investigation. Mais ce qu'on peut dire sur le focus solaire au gaz, c'est que toutes les solutions qui combinent solaire et gaz aujourd'hui passeront en fait les seuils de la RE 2020 applicables dès janvier 2022. Donc, il y aura effectivement une période 2022-2025 où toutes les solutions seront compatibles, donc les indicateurs consommation énergie primaire, l'impact carbone, énergie, sans modifier le B-bio, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment. Et on conservera tous les avantages qui sont préexistants à ces combinaisons, c'est-à-dire le bon niveau de confort en toute saison, pratiquement toutes les zones climatiques, une forte complémentarité des énergies en période de pointe, notamment pour les puisages ECS, et dans les périodes où il y a moins d'ensoleillement. Les taux de couverture des besoins sont effectivement très intéressants. Ils franchissent souvent 50%. Et puis, on a des économies qui sont assez importantes rapidement et qui peuvent aider les locataires à mieux maîtriser leurs charges. Alors, après 2025, par contre, la situation change. On aura un renforcement des exigences carbone. Et en fait, ce qui nous conduira mécaniquement à hybrider davantage. Jusqu'ici, on hybridait sur le CS, l'eau chaude sanitaire. Là, l'idée, ce serait d'hybrider également sur la partie chauffage avec la solution qui a été notamment examinée tout à l'heure, c'est-à-dire des combinaisons gaz collectif avec système solaire combiné. Le système solaire combiné assurant les besoins partiels à la fois de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc du coup, on peut décarboner sur les deux usages, sachant que la part ECS devient aujourd'hui une part prépondérante. Quand on regarde les blocs
les différents blocs de consommation dans le bâtiment, le CS devient prépondérante par rapport au chauffage, étant donné l'isolation qui a été renforcée. Donc finalement, les résultats de l'étude justement de Pouget sont intéressants parce que ils montrent bien que sur cette combinaison-là en particulier, avec le système solaire combiné, on voit que la partie chauffage ne réagit pas bien en fait sur le logiciel. Et je pense qu'il faudrait vraiment investiguer une amélioration sur cette partie pour faire en sorte que cette solution combinée devienne véritablement 100% compatible avec les autres solutions sans optimisation du BBO. Je précise bien. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Alors il y a d'autres solutions qui ont été examinées. Je pense qu'il faudra aussi zoomer dessus. On a vu que dans le logiciel, quand il y a de la récupération de chaleur fatale sur les eaux grises, il y avait aussi une faiblesse au niveau du logiciel et je pense qu'il faudrait investiguer ça aussi. La chaleur solaire, on le voit qu'à chaque fois qu'elle est combinée, elle dépasse en fait les exigences de la RTE 2020, David Leblagnier. Alors quand elle est combinée... Dans l'étude que vous avez montrée, dans l'état, quand on fait du solaire combiné qui fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire, si on ne renforce pas l'isolation, on n'arrive pas à respecter les seuils. Et effectivement, comme l'a dit Régis, on sent que... Alors soit le problème vient de nous, hein, ça arrive, mais on sent qu'il y a peut-être dans le moteur de calcul, ça fait partie des solutions qui n'ont pas été très challengées durant la concertation et peut-être qu'elles méritent encore quelques réglages pour être bien. Alors justement, quelles sont les choses qui seraient améliorées dans cette RE 2020, David Leblagnier, qui serait améliorée pour mieux considérer le solaire? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la prise en compte du solaire combiné, la prise en compte du solaire, l'impact sur le bouclage d'eau chaude sanitaire, qui doit être mieux pris en compte, les titres 5 qui nous manquent pour les packs aérosolaires. Et puis, c'était la dernière slide, des éléments pour justifier l'impact carbone des équipements. Valérie Laplagne, vous êtes toujours avec nous. Comment vous réagissez à cette étude en tant que Uniclimat? Il y a des données aussi environnementales qui sont à prendre en compte, hein, comme le PEP, et qui sont à développer. Alors, cette étude, elle est très intéressante, hein, on l'a vu, pour vraiment approfondir le positionnement des équipements solaires, qu'ils soient hybridés ou pas. Donc merci au bureau d'études Pouget pour cela. C'est vrai que l'exigence d'impact carbone des équipements, l'exigence d'impact carbone en général, va demander de faire des déclarations environnementales, donc ça s'appelle des PEP pour les équipements, ça a été dit. Aujourd'hui, on a fait des PEP au niveau de la profession, à peu près pour les équipements les plus communs, et on en a fait notamment pour les chauffe-eau solaires individuels, donc que ce soit avec appoint gaz ou avec appoint élec. Pour l'eau chaude solaire collective, on a fait un PEP capteur et un PEP ballon ECS collectif. Donc ça existe, mais jusqu'ici, ce qu'on a fait, parce que ce sont des procédures qui sont longues et coûteuses, on a fait ce qu'on appelle des PEP collectifs, c'est-à-dire qu'ils sont communs à plusieurs industriels et ils sont sur un produit moyen. Donc ce qu'il va falloir faire par la suite, quand on aura des exigences plus fortes, eh bien, d'une part, c'est faire des PEP sur des équipements autres que les classiques, là, que j'ai cités tout à l'heure. Le SSC, par exemple, il n'y a pas de PEP sur le SSC. Toutes les solutions d'hybridation, le PVT, etc. Et puis, il va falloir que les industriels fassent chacun des PEP sur leurs produits qui leur sont leurs propres produits, afin de mieux les valoriser, de faire ressortir les spécificités, par exemple la fabrication en France, l'utilisation de matériaux recyclables, etc. Tout ça pour réduire toujours un peu plus les impacts des équipements dans les ACV. Donc on a pas mal de travail, oui.
Il y a encore pas mal de travail. Est-ce qu'il y a on va peut-être prendre quelques questions s'il y en a qui en ont. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà qui sont... Alors, j'en ai 2. Alors, parlez fort, je vais les retranscrire. Monsieur, et puis madame après en bas. Moi, la question, elle était sur l'aspect SSC. Quand on voit que pour passer du monde à 5 mètres carrés de capteur, ne risque-t-on pas d'arriver sur une même sinistralité que quand il fallait augmenter les surfaces de capteurs pour passer en label VVC? Alors, pour les internautes, je vais essayer de traduire. David, en gros, c'est une problématique de surface en mètres carrés qui peut poser un risque à long terme. C'est ça, je le fais court, hein, parce que... qu'est-ce qu'on peut répondre à monsieur? Enfin, David, Valérie ou Régis Emmanuel, hein. Alors, pour être très honnête, je ne suis pas assez spécialiste du solaire combiné pour répondre à cette question-là, malheureusement. Le risque là, c'est le risque le technique, risque de c'est ça surchauffe associé à le fait qu'on ait simulé 5 mètres carrés de solaire thermique par logement. Alors, les résultats étaient pas significativement moins bons avec un peu moins de surface solaire. 4, c'était dans les clous aussi. Voilà. Alors, il y a peut-être des spécialistes du chauffage solaire dans la salle qui peuvent répondre à cette question. Un logement collectif où il y a Solisart notamment, je pense qu'il peut tout à fait apporter... Il y a les mécanismes auto-vidangeables aussi qui permettent justement d'éviter la surchauffe. Hein. C'est assez répandu maintenant. Alors, il y avait madame aussi... Pardon, non, c'était votre voisin, pardon, excusez-moi, avec les lumières. Vous disiez, votre question, c'était... Oui, alors rapprochez-vous, je vais vous donner un micro. Allez-y. Oui, donc aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, que ce soit des capteurs qui s'opacifient pour diminuer les excédents d'énergie, ou des solutions qui évacuent toute l'énergie des ballons, c'est-à-dire le haut comme le bas, et qui permettent d'évacuer le double de chaleur l'été. Donc aujourd'hui, c'est des points sur lesquels les fabricants ont avancé et répondent. Et on reparlera de ça, je pense, cet après-midi dans l'atelier dans lequel vous serez, Olivier. Une autre question, peut-on avoir des précisions sur le moteur de calcul de la RE 2020, souvent évoqué mais non présenté? Alors, des précisions, on pourrait... c'est un vaste sujet. Le moteur vous avez très exactement 2 minutes. Oui. Le moteur de calcul de la RE 2020... il est finalement assez similaire à celui de la RT 2012. Ce qui va changer, c'est les surfaces de référence. On n'exprime plus les consommations par mètre carré. C'est pas les mêmes mètres carrés. Maintenant, c'est par mètre carré habitable, ce qui augmente les valeurs absolues. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques hypothèses de calcul, mais globalement, son fonctionnement est assez similaire. Il y a surtout des indicateurs en plus qui n'étaient pas dans la RT 2012, et Valérie les a présentés. Hein. C'est l'impact carbone des énergies, c'est un indicateur. L'impact carbone des équipements et des matériaux, c'est un autre indicateur, et un indicateur sur le confort d'été. C'est les 3 nouveaux indicateurs de ce moteur de calcul. Et on pourra tous le découvrir début juillet, normalement. Merci beaucoup. D'autres interventions, vous voulez réagir, Régis Emmanuel, Valérie, sur ça? Sinon, on va conclure. Non. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette présentation de la RE 2020 et de votre étude très, très dense. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été présents. On va faire un petit temps de pause, un petit quart d'heure. On va se retrouver vers 11h30, 11h35 pour la suite et la dernière table ronde de cette matinée. Vous pouvez, n'oubliez pas de vous inscrire sur les ateliers, surtout si vous vous intéressez aux ateliers un peu plus spécialisés. Vous avez reçu un mail pour vous inscrire à ces ateliers. Vous vous inscrivez bien dessus parce que ça vous donnera le code d'accès pour accéder à la plateforme de diffusion. Et puis, si vous voulez, pendant ce temps-là aussi, réagir sur les réseaux sociaux, vous n'oubliez pas, il y a un hashtag EGS, État Généraux Chaleur Solaire 21. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ça permet aussi de faire connaître, on parlait de la méconnaissance de la chaleur solaire, eh bien c'est en passant aussi par le biais des réseaux sociaux qu'on peut mieux la faire connaître. Donc, vous avez un petit quart d'heure pour faire tout ça. Merci beaucoup à tous les 3. Merci David, merci Valérie, merci Régis, Emmanuel. Et on se retrouve d'ici un quart d'heure.